On demande que signifie pour moi la résolution 1325. Cette résolution pour moi est le texte de la prise de conscience par la communauté internationale que les femmes sont les principales victimes des conflits armés et qu'en même temps, elles sont les meilleures actrices pour le règlement des conflits. Elle est le texte de l'espoir pour la paix et la sécurité dans le monde en général, et l'espoir pour le soulagement des femmes en particulier. Elle est l'aboutissement, comme vous le savez, de la longue lutte des femmes pour attirer l'attention de tous, comme je viens de le dire, que les femmes paient un lourd tribut durant les conflits armés et sur la nécessité de leur implication dans la prévention et la gestion des conflits, ainsi que la consolidation de la paix. Hélas, si le texte signifie que notre appel a été entendu, nous devons continuer le combat pour la diffusion et la mise en œuvre effective de ces documents importants. Par exemple, aujourd'hui, moi j'ignore combien d'États ont répondu aux différentes demandes contenues dans la résolution 1325, comme par exemple celle de proposer au secrétaire général des Nations Unies des candidates femmes capables d'assumer des missions de médiation, des missions de règlement de conflit. En tout cas, mon pays ne l'a pas fait. On avait eu une brillante juriste malienne qui était ambassadrice au Japon. Quand il a fini son mandat, des personnes de bonne volonté et moi-même avons voulu la faire nommer, mais elle n'était pas sur la liste du Mali. Le Mali n'avait même pas déposé une liste. On a tout fait pour que cette liste arrive, ce n'est jamais arrivé. Donc, quand j'ai dit que la mise en œuvre de la résolution n'est pas évidente, c'est dans plusieurs domaines. Par exemple, aujourd'hui, avec toutes les atrocités que les femmes ont subies, surtout au nord, l'exemple de la transition malienne est un cas où au niveau de l'Assemblée nationale, sur 147 députés, il y a seulement 15 femmes. Dans le gouvernement, sur 33 membres, il y a 3 femmes. 3 sur 33 au gouvernement. Il y a la Commission nationale dialogue et réconciliation qui doit essayer de mettre fin à ce conflit de façon durable. Il y a 6 sur 33. Pour vous dire que vraiment, ce document, il est très loin de la réalité sur le terrain. Donc, cette commission de 33 personnes qui compte seulement 6 femmes, est-ce qu'elle fera de la résolution 1325 un document de travail? Est-ce qu'elle connaît la résolution 1325? Pourtant, à mon avis, pour une commission nationale de dialogue et de réconciliation, dans un contexte de crise comme celle que connaît le Mali, donc 1325 peut représenter une directive et un moyen de raisonnement qui peut donner des résultats remarquables. Mais il faut le connaître, il faut l'accepter. Les auteurs de 1325 semblent ignorer que les conflits ne mettent pas toujours face à face 2 États. Il s'agit généralement des groupes armés, des milices sans foi ni loi, dont certains ne reconnaissent même pas les Nations Unies. Quand Boko Haram du Nigeria, dont la charte est le bannissement total de tout ce qui vient de l'Occident, ça veut dire dans leur langage Boko, connaissance livresque venant d'Occident, haram, haram, à bannir. Donc ce n'est pas des gens qui vont s'attarder sur des recommandations des Nations Unies. Le 11 aussi dit que les États ont l'obligation de mettre fin à l'impunité
et de poursuivre en justice ceux qui sont accusés de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, y compris toutes les formes de violences sexistes et autres contre les femmes et les petites filles. Et il est nécessaire d'exclure ces crimes du bénéfice des mesures d'amnistie. Ça aussi, mon expérience amène à vous révéler que ça intervient dans les cas, situations de très grande faiblesse de l'État. Par exemple, Joseph Kony de l'Ouganda, le chef de la LRA ou l'ARS selon le sigle anglais ou français. Lui, pendant que les gens dorment, lui et ses combattants vont dans les internats, enlèvent les fillettes de 11 ans, 12 ans, 13 ans et les distribuent entre ses combattants comme des épouses. C'est parce que l'État n'a pas pu empêcher cette milice de sévir sur sa population. C'est parce que l'État n'a pas pu protéger ces filles-là contre ce commandant. C'est parce que l'État n'a pas pu l'arrêter que la situation perdure depuis bientôt 20 ans. Donc, on n'interpelle pas des gens qui ne lisent pas la résolution. Joseph Kony n'a pas le temps de... Lui, il a le temps de violer les femmes, les filles, de voler de pieds, de gérer sa survie. Et l'État, on engage l'État à faire quoi? Là où il n'a pas les moyens de le faire. Voici les difficultés de la 1325, donc, qui rendent très pessimiste. Par rapport aux cruautés infligées aux populations du Mali, les femmes ont subi des atrocités sans précédent. Lapidation, parce que vous avez eu un enfant sans être marié, on vous lance des pierres jusqu'à ce que mort s'ensuive. Viol, esclavage sexuel, embastillement, restriction de liberté fondamentale, mariage forcé et mariage précoce, interdiction de travailler ou d'étudier pour les filles, humiliation de diverses natures, déplacement forcé, enrôlement de leurs enfants mineurs. Donc vous comprenez, c'est parce que l'État n'était pas là, il n'avait pas les moyens d'être là. Et tout cela est arrivé à des femmes, à des filles, contrairement à ce qui est recommandé dans notre 1325. Donc, ces victimes ont besoin d'être identifiées, entendues, assistées. Pour cela, le journaliste Jean-Louis Letoussé du journal Libération est un contact utile. J'ai apporté ce reportage sur le cas d'une fille Indi, 20 ans. Un djihadiste passait devant la concession, il a vu la jolie fille, il s'est arrêté, il a dit « j'épouse celle-là ». Où est son père? Le père est venu, « j'épouse ta fille ». Il a dit comme ça, il dit oui, si tu veux rester en vie. Donc les membres de la famille se sont réunis, on va négocier avec la fille, si elle veut que son père reste en vie, qu'elle accepte ce mariage. Le même soir, elle a été mariée. Elle a dit c'est pas possible, il ne parle pas ma langue, il ne parle ni français, ni soraï, le dialecte des lieux. Comment on va communiquer? Il l'a amené. Leur seul rapport, c'était les contacts physiques. Et quand elle voulait résister, il la battait. Elle a fait des fausses couches. Jusqu'à un jour, elle a bénéficié d'une complicité pour s'échapper. Il est parti la rejoindre chez elle. Et là-bas, il a tué une fillette de 3 ans. L'engagement de COF, Centre pour la promotion de la paix, de Peace Women Across the World et du gouvernement helvétique. Donc, les initiatives qu'ils prennent me donnent de l'espoir. Est-ce que la 1325 peut être considérée comme une base juridique dans la perspective de ma fonction actuelle de juge de la Cour pénale? Le statut de Rome a été adopté le 17 juillet 1998, bien avant la résolution 1325 qui a été adoptée, elle, le 31 octobre 2000, comme l'ont signalé mes collègues. Mais si la résolution 1325 ne constitue pas une base juridique, en réalité, directement pour l'incrimination des coupables de crimes contre les femmes, ces principes se retrouvent dans le texte du statut. En lisant les deux documents, on décèle une proximité entre les deux sans équivoque. La protection de la femme a tellement prévalu que les mêmes crimes qui sont visés comme crimes de guerre
sont également visés comme crimes contre l'humanité. Quand vous lisez le statut et que vous voyez que les viols et l'esclavage sexuel sont des crimes de guerre, après vous voyez que ce sont des crimes contre l'humanité, vous êtes choqués. Vous dites, mais pourquoi on répète? Mais à la lecture, pour qu'un crime soit considéré comme crime de guerre, il faut que ce crime intervienne à l'occasion d'une guerre juridiquement définie. Et lorsque ces abus, ces sévices interviennent en dehors d'un contexte de guerre, est-ce qu'il faut les laisser impunis? Donc pour pouvoir les traduire devant une juridiction internationale, il a fallu les incriminer comme crimes contre l'humanité. Ainsi, lorsqu'un État entreprend une répression féroce contre sa propre population et qu'à l'occasion de cette répression, ces soldats s'adonnent à des vols, à des viols sur les femmes, il faut qu'on puisse poursuivre ces soldats-là. Donc c'est cette notion de crime contre l'humanité est apparue pendant le procès de Nuremberg où on a voulu sanctionner ce qui a été fait par les officiers allemands sur les populations allemandes anti-guerre avant le déclenchement proprement parlé de la guerre. Parce que dès qu'on parle de crimes de guerre, les avocats disent ah non, la guerre n'avait pas éclaté. Donc c'est pour vraiment assurer que les violences sexuelles seront réprimées, échapperont à toute forme d'impunité, qu'on les a incriminés dans le statut de la CPI comme crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Donc je vais m'arrêter là pour rester dans la limite du temps et me soumettre à vos questions pour apporter d'autres éclaircissements.